Le dessin continue. Les feuilles se succèdent, le dessin, lui, ne connaît pas les pages. On croit parfois qu'un dessinateur répète les mêmes formes. C'est peut-être l'inverse. Chaque feuille ne fait qu'interrompre un dessin commencé bien avant elle. Les lignes reviennent parce qu'elles poursuivent une recherche qu'aucune page ne peut contenir à elle seule. Il arrive que l'on regarde mes dessins comme une suite. Je les vois comme une continuité. Je n'ai jamais eu l'impression d'en commencer un nouveau. Chaque feuille recueille un dessin déjà en marche, puis elle s'arrête. Le dessin, lui, poursuit son chemin. Il passe d'un carnet à l'autre, du papier au tableau, du trait à la couleur, sans jamais éprouver le besoin de recommencer. Quelques lignes m'accompagnent depuis si longtemps que je ne saurais dire à quel moment nous nous sommes rencontrés. Je les retrouve. Ou peut-être est-ce elles qui me retrouvent. Le temps ne les éloigne pas, il les rend plus profondes. On dit parfois qu'elles reviennent. Je crois qu'elles avancent. Prenez 10 lignes tracées à la main, elles partageront un air de famille. Aucune, pourtant, ne consentira à devenir la copie d'une autre. L'une retiendra davantage le papier. L'autre s'allégera presque malgré elle. Une troisième hésitera avant de poursuivre sa courbe. Le dessin à la main ne connaît pas la répétition parfaite. Il ne produit que des différences patientes. Ce sont elles qui donnent au trait sa présence. Je ne cherche pas des formes nouvelles, je cherche à aller plus loin avec quelques-unes. Comme si elles portaient en elles un paysage que je n'avais pas encore entièrement traversé. Les années passent, les lignes demeurent. Non parce qu'elles résistent au temps, parce qu'elles le traversent avec moi. Elles changent autant que je change. Nous poursuivons ensemble une question qui refuse de s'épuiser. Je comprends maintenant que mes dessins ne forment peut-être pas une collection. Ils composent une seule œuvre dispersée. Chaque feuille en reçoit une part. Aucune ne la contient tout entière. Voilà pourquoi je continue à dessiner. Non pour ajouter un dessin au précédent, pour rejoindre celui qui m'attendait déjà sur la page suivante. L'évidence des autres. Nous croyons partager le même monde. Peut-être partageons-nous seulement les mêmes mots. Et si notre plus grande illusion était de croire que le monde apparaît de la même manière à chacun? Ce texte explore cette découverte tardive. Nous partageons les mêmes paysages, les mêmes mots, les mêmes lieux, mais peut-être pas les mêmes évidences. Une réflexion sur la perception, la singularité et la place naturelle du dessin dans cette manière singulière de recevoir le réel. Pendant 50 ans, je n'ai jamais imaginé que ce qui m'apparaissait avec évidence puisse ne pas apparaître aux autres. Je croyais que nous recevions tous le même réel, qu'une couleur ouvrait le même espace, qu'une forme poursuivait le même mouvement, qu'un silence possédait partout la même profondeur. Je ne me suis jamais demandé pourquoi certaines présences me saisissaient avec une telle intensité. Je les croyais communes. À 50 ans, j'ai appris que j'étais Asperger, HPI et synesthète. Je n'ai pas découvert qui j'étais. J'ai perdu une certitude. J'ai compris que ce qui s'imposait à moi avec la simplicité d'une évidence pouvait ne pas exister de la même façon pour les autres. Depuis, une question ne me quitte plus. Partageons-nous réellement la même expérience lorsque nous prononçons les mêmes mots? Lorsque nous parlons d'une couleur, parlons-nous de la même couleur? Lorsque nous regardons une ligne, suivons-nous le même mouvement? Lorsque nous nous taisons, habitons-nous le même silence? Je ne crois pas percevoir davantage. Je crois seulement que le monde me rejoint d'une certaine manière. Les couleurs ne restent jamais immobiles. Les formes ne s'arrêtent jamais à leur contour. Rien n'est isolé. Tout appelle, répond, prolonge. Je n'ai jamais appris cela. Je l'ai toujours rencontré. Le dessin appartient à cette rencontre. Il n'explique rien. Il ne traduit rien. Il continue simplement la manière dont le monde m'apparaît. Ce qui me bouleverse aujourd'hui n'est pas que chacun perçoive différemment. C'est d'avoir vécu si longtemps en croyant que nos évidences étaient communes. Peut-être que rencontrer quelqu'un, c'est découvrir avec douceur que son monde n'apparaît pas tout à fait comme le nôtre.
La solitude féconde. La création ne naît pas d'abord de ce que nous exprimons. Elle naît de ce que nous avons accepté de recevoir. La solitude n'est pas un retrait du monde. Elle est l'espace où l'attention peut se déployer pleinement. C'est là que le monde nourrit lentement le regard jusqu'à devenir dessin, pensée ou écriture. Créer n'est pas pour moi produire. Créer, c'est recevoir. Avant chaque dessin, il y a un temps où rien ne se voit encore. Le monde travaille en silence. Une lumière traverse une pièce. Une couleur se déplace au fil des heures. Le vent modifie le rythme d'un arbre. Une musique laisse une trace. Un silence ouvre un espace. Rien de spectaculaire. Seulement une lente imprégnation. Je crois que nous créons avec ce qui nous a nourris. Pas seulement des lectures ou des œuvres, mais des heures de marche, des saisons, des odeurs, des paysages, des regards, des couleurs qui continuent de vivre en nous longtemps après avoir disparu. La solitude rend cette nourriture possible, non parce qu'elle nous coupe du monde, parce qu'elle nous rend disponibles. Dans le bruit, je remarque, dans le silence, je reçois. La différence est immense. Le dessin commence là, bien avant le premier trait. Il commence lorsque quelque chose du monde trouve en nous un lieu où demeurer. Alors seulement une forme devient nécessaire. Je protège ces heures de solitude comme on protège une source. Elles ne m'éloignent pas de la vie. Elles me permettent d'en recevoir davantage. Peut-être est-ce cela au fond la création. Non pas ajouter une œuvre au monde, mais laisser le monde devenir lentement une œuvre en nous. La famille intérieure. Certaines parentés ne viennent pas du sang. Elles viennent d'une même manière d'habiter le monde. Il existe des œuvres qui ne nous enseignent rien. Elles révèlent une proximité que nous ignorons et deviennent, peu à peu, une famille intérieure. Ce texte explore cette filiation invisible qui unit certains artistes bien au-delà de l'admiration. Je n'ai jamais cherché des maîtres. Je cherchais des êtres chez qui le monde résonnait comme il résonnait en moi. Je ne les ai pas rencontrés, je les ai reconnus. La différence est immense. L'admiration garde une distance, la reconnaissance l'efface. Certaines œuvres ne m'ont pas appris à regarder. Elles ont simplement confirmé que je n'étais pas seul à regarder ainsi. Je croyais entrer dans un livre, je retrouvais une présence. Je croyais contempler un tableau, je retrouvais un silence que je connaissais déjà. Je croyais écouter une musique, je retrouvais un rythme qui m'habitait depuis toujours. C'est ainsi que les artistes sont devenus ma famille. Non parce que nous avons vécu les mêmes vies, mais parce que nous appartenions, je le pressentais, à une même nécessité intérieure. Ils ne m'ont jamais demandé de penser comme eux. Ils m'ont donné la liberté de penser comme moi. Ils ne m'ont jamais appris à dessiner. Ils m'ont confirmé que cette manière d'habiter le monde pouvait devenir une œuvre. Je ne connais pas leur voix, je ne connais pas leurs gestes. Pourtant, je reconnais leur présence avec une familiarité qui dépasse parfois celle de ma propre histoire. Voilà pourquoi je parle de famille. Une famille est faite de ceux auprès de qui l'on cesse enfin de se sentir étranger. Les œuvres les plus importantes de ma vie ne m'ont jamais offert un refuge. Elles m'ont offert une appartenance. Et peut-être est-ce cela, au fond, la plus belle définition de l'art. Reconnaître quelqu'un que l'on ne rencontrera jamais et découvrir dans cette rencontre impossible que l'on n'a jamais été tout à fait seul. La main qui continue. Les œuvres ne traversent pas le temps, elles se passent de main en main. Nous croyons souvent créer seuls, pourtant chaque œuvre reçoit un geste venu de très loin avant de le transmettre à son tour. Il existe une généalogie qui ne passe ni par le sang, ni par le nom, mais par la fidélité d'une main à une autre. Je pense souvent aux dessins des grottes de Lascaux, pas parce qu'ils seraient les premiers, parce qu'une main est encore là. L'homme a disparu, son nom aussi, mais son geste continue de respirer.
Chaque fois qu'un dessin me bouleverse, je ne rencontre pas seulement une œuvre. Je rencontre une main qui a refusé de laisser mourir ce qu'elle avait vu. Depuis Lascaux, les mains se succèdent. Aucune ne possède le dessin. Aucune ne commence l'histoire. Chacune reçoit un geste, chacune le transforme, puis le confie à une autre. Les artistes qui m'ont précédé ne m'ont pas appris à dessiner. Ils ont fait quelque chose de plus précieux. Ils m'ont appris que ce que je portais en silence appartenait déjà à cette longue mémoire. Avant eux, je croyais mes sensations isolées. Grâce à eux, j'ai compris qu'elles étaient anciennes. Elles avaient déjà trouvé des lignes, des couleurs, des rythmes. Elles attendaient simplement de continuer leur voyage. Je me sens plus seule devant une feuille. Je me sens précédée et en même temps responsable. Chaque trait que je laisse répond à un autre trait. Chaque dessin remercie une main que je ne connaîtrai jamais et prépare peut-être la rencontre d'une autre que je ne connaîtrai pas davantage. Créer n'est peut-être rien d'autre que cela. Recevoir un geste, l'habiter de sa propre vie, puis le rendre au monde, afin qu'une autre main puisse, un jour, le reprendre. L'impolitesse du regard. Certaines œuvres ne nous apprennent pas à voir. Elles nous rendent la liberté de ne plus détourner les yeux de ce que nous voyons. Le dessin ne transforme pas seulement notre manière de regarder. Il suspend les conventions silencieuses qui disciplinent le regard. Certaines œuvres nous rappellent qu'il existe une fidélité plus ancienne que les habitudes, celle que nous devons à notre propre perception. Il existe des dessins qui ne cherchent jamais à convaincre. Ils n'imposent aucune vérité, ils n'exhibent aucune virtuosité. Ils demeurent simplement fidèles à ce qu'ils voient. Cette fidélité suffit à déplacer la nôtre. Le regard apprend très tôt la politesse. Il apprend ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut ignorer, ce qui mérite d'être vu, ce qui peut rester invisible. À force de vivre parmi les autres, il finit par regarder selon les habitudes qui ne sont plus les siennes. Il devient prudent, prévisible. Il s'excuse presque d'être singulier. Puis, un dessin apparaît. Une ligne avance sans demander l'autorisation. Un vide demeure vide. Une hésitation n'est pas corrigée. Le papier accueille ce qui n'aurait peut-être trouvé sa place nulle part ailleurs. Alors quelque chose se dénoue. Le regard cesse de se surveiller. Il ne cherche plus à vérifier ce qu'il voit correctement. Il retrouve une confiance plus ancienne que les conventions. Je comprends alors que ce qui me relie à certaines œuvres n'est ni leur époque, ni leur style, ni même leur auteur. C'est leur intégrité. Elles n'ont pas négocié avec leur manière de voir. Chaque trait emporte la mémoire. Chaque blanc en garde le silence. Le dessin est peut-être la forme la plus discrète de l'impolitesse. Non parce qu'il refuse le monde, mais parce qu'il refuse de le regarder comme il conviendrait de le regarder. Cette impolitesse n'est ni une provocation ni une révolte, c'est une fidélité. Elle ne cherche pas à être différente. Elle accepte seulement de ne pas trahir ce qui s'est présenté au regard. Peut-être est-ce cela que les grandes œuvres transmettent de génération en génération. Non une manière de dessiner, mais le courage de demeurer fidèle à sa propre perception. Le dessin n'invente pas un regard singulier. Il lui permet enfin de ne plus se cacher. L'impossibilité d'oublier le monde. Le dessin ne retire rien au monde et lui donne une forme où demeurer. Le monde ne s'efface pas avec la même facilité pour chacun. Certaines sensations persistent, occupent le corps, retiennent l'attention. Cette intensité peut devenir une épreuve. Le dessin ne l'efface pas, il la transforme en une manière d'habiter le réel. Le monde ne devient jamais un arrière-plan. Il demeure, à portée de peau. Une lumière, une odeur, une couture, le froissement d'un tissu, la naissance d'un poil sous un vêtement. Le moindre contact continue d'exister longtemps après que les autres semblent l'avoir oublié. Le corps ne fait pas le tri.
Il reçoit, il conserve, il laisse le monde poursuivre son travail en lui. Les sensations ne passent pas. Elles s'installent, elles reviennent. Elles réclament leur place avec une patience inépuisable. Il arrive que cette présence soit une fatigue. Le système nerveux reste en éveil. L'attention demeure suspendue à des détails presque invisibles. J'aimerais parfois que le monde accepte de se retirer, qu'il cesse un instant de frapper si doucement et avec une telle persévérance. Mais le monde reste là, et le corps continue de lui répondre. Le dessin n'a jamais fait disparaître cette intensité. Il lui a offert un autre destin. Le trait ne cherche pas à effacer, il recueille. Le papier ne protège pas du réel, il lui donne un lieu. Peu à peu, ce qui semblait n'être qu'une surcharge devient une matière. Ce qui épuisait devient un rythme. Ce qui enfermait devient un passage. Le dessin ne transforme pas la souffrance en bonheur. Il transforme une souffrance en possibilité. Il ne retire rien au monde. Il lui permet simplement de devenir habitable. Je comprends aujourd'hui que mes dessins ne naissent pas malgré cette manière de sentir. Ils naissent avec elle. Ils portent la mémoire d'un corps qui oublie difficilement, d'un corps qui demeure disponible à ce que d'autres ne perçoivent déjà plus. Peut-être est-ce cela dessiner. Ne pas demander au monde d'être moins présent. Lui offrir une forme où son intensité cesse enfin d'être seulement une épreuve pour devenir une présence. La part immobile. Rien ne voyage vraiment sans un point d'où partir. Le monde change sans cesse. Les sensations, les rencontres, les couleurs, les événements sollicitent continuellement notre attention. Pour que le regard demeure disponible, une partie de la vie doit rester fidèle à elle-même. Cette stabilité n'est pas une résistance au mouvement, elle en est la condition. Le monde ne cesse jamais de changer. La lumière, le ciel, les saisons, les visages, les pensées, tout se déplace, tout appelle l'attention. Je n'ai jamais éprouvé le besoin d'ajouter du mouvement à ce qui en contenait déjà tant. J'ai préféré laisser certaines choses demeurer. Un repas, une heure, un chemin, quelques gestes, toujours les mêmes. Cette fidélité n'est pas une habitude, c'est un appui. Je mange souvent les mêmes repas, je connais leur couleur, leur texture, leur température. Ils ne me demandent plus de choisir. Ils ne me demandent plus de décider. Ils me rendent une attention que je préfère offrir ailleurs, au dessin, à l'écriture, au monde. Nous croyons volontiers que la création naît de la nouveauté. Je crois qu'elle naît aussi de quelque fidélité. Une vie entièrement mouvante finirait par disperser le regard. Une vie entièrement immobile finirait par l'éteindre. Créer demande un équilibre plus discret. Conserver un point fixe pour pouvoir tout le reste explorer. Le dessin commence toujours sur une feuille immobile. C'est elle qui rend le mouvement possible. Je crois qu'une existence ressemble parfois à cette feuille. Elle aussi, a besoin d'une part qui demeure. Non pour empêcher le voyage, mais pour que chaque trait sache enfin d'où il part. Manger les couleurs. Certaines nourritures commencent bien avant la bouche. Le repas est d'abord une expérience du regard. Les couleurs, les matières, les reliefs et les saveurs composent un langage que le corps lit avant même de le goûter. Je ne cherche pas à multiplier les sensations. Je cherche à leur laisser le temps d'exister pleinement. Je mange d'abord avec les yeux. L'assiette apparaît. Le repas a déjà commencé. Les couleurs prennent leur place. Le jaune diffuse sa lumière.
Le carmin affirme sa profondeur. Le vert garde sa fraîcheur. L'ocre réchauffe l'ensemble. Je pourrais tout mélanger. Je préfère attendre. Chaque couleur mérite son instant. Chaque aliment possède une texture, une température, un grain, une résistance. Le regard les rencontre avant la bouche. Le corps les reconnaît déjà. Lorsque tout se confond, je ne perds pas seulement des saveurs, je perds des nuances. Je ne cherche pas à séparer les aliments. Je cherche à laisser chaque sensation aller jusqu'au bout d'elle-même. Le dessin m'a appris cette patience. Deux couleurs n'ont pas besoin de fusionner pour dialoguer. Elles se répondent d'autant mieux que chacune demeure pleinement elle-même. Il en va de même d'une saveur, d'une odeur, d'une matière. L'intervalle n'est pas une distance. C'est l'espace où chaque chose peut apparaître. Je retrouve cette même nécessité dans mon assiette. Je compose moins un repas qu'une expérience de perception. Le regard ouvre le chemin. Le goût le poursuit. Le corps en garde la mémoire. Je crois que chaque sensation possède une dignité. La dignité d'une couleur est de pouvoir rayonner avant d'être recouverte. La dignité d'une saveur est d'aller jusqu'au terme de son apparition. La dignité d'une odeur est de pouvoir être reconnue avant de s'effacer. Peut-être en est-il ainsi de tout ce qui nous entoure. Rien ne demande d'être confondu. Tout demande d'être pleinement rencontré. Le dessin procède de la même manière. Il ne mélange pas le monde. Il lui laisse l'espace nécessaire pour que chaque chose puisse apparaître dans toute sa vérité. Les pensées marchées. Seules les pensées marchées valent quelque chose. Friedrich Nietzsche. Pour certains, la marche est un déplacement. Pour moi, elle est un lieu. C'est là que mon esprit retrouve son équilibre, que les pensées cessent de s'entrechoquer et que le dessin commence déjà. Avant d'être une trace sur le papier, chaque ligne naît d'un corps en mouvement. J'ai un petit acte de survie douce, une hygiène mentale, mon outil de régulation, la marche. Lorsque je reste trop longtemps immobile, quelque chose se dérègle. Les pensées s'accumulent, reviennent, se heurtent. Le monde devient trop bruyant. Alors je marche. Un matin, mon téléphone sonne. Une voix grave, lointaine, presque minérale. Seules les pensées marchées valent quelque chose. Je souris. Friedrich ? Un silence. Puis un seul mot. Marche. La ligne se coupe. Je glisse le téléphone dans ma poche. Et j'avance. Au bout de quelques minutes, le souffle retrouve son rythme. Les pas aussi. Puis les pensées. J'aime l'ordre que la marche produit dans mon cerveau. Les idées cessent de se poursuivre. Elles prennent leur place. Le monde aussi. Je n'ai jamais eu l'impression que la pensée habitait uniquement la tête. Elle circule dans les jambes, dans la respiration, dans le poids du corps qui rencontre le sol. Certaines idées attendent un chemin, une montée, le vent, le silence. Je reprends souvent les mêmes itinéraires, non par habitude, par confiance. Le chemin n'a plus besoin de moi, je peux enfin prêter attention à ce qui vient. C'est là que je reconnais le geste du dessin. Je dessine comme je marche, sans connaître exactement la destination. Une ligne appelle la suivante, comme un pas appelle un autre. Je ne cherche pas à maîtriser le dessin, je lui donne simplement la possibilité d'avancer. Peu à peu, une forme apparaît. Elle ne répond pas à un projet, elle répond à un mouvement. Je ferme parfois les yeux quelques secondes avant de reprendre mon crayon. J'écoute encore le rythme de la marche. Il est toujours là, sous le silence, sous la main. Chaque ligne est un pas qui a trouvé le papier. L'ordre des nécessités. L'art est une garantie de santé mentale.
Louise Bourgeois. Les urgences remplissent les journées, les nécessités construisent une existence. Elles ne parlent presque jamais, elles attendent simplement d'être reconnues. Le dessin appartient à ces fidélités silencieuses sans lesquelles une vie demeure fonctionnelle, mais cesse peu à peu d'être pleinement habitée. Les urgences savent se faire entendre. Elles sonnent, elles écrivent, elles réclament. Elles reviennent jusqu'à obtenir une réponse. Les nécessités connaissent une autre manière d'exister. Elles ne frappent jamais à la porte, elles attendent. Le dessin est ainsi. Il ne m'appelle pas. Il ne proteste pas lorsque je passe devant un carnet fermé. Il ne me reproche aucune absence. Il demeure là avec une patience qui dépasse la mienne. C'est peut-être pour cela qu'il est si facile de l'oublier. Lorsqu'on oublie une urgence, le monde nous le rappelle aussitôt. Lorsqu'on oublie une nécessité, personne ne s'en aperçoit, sauf nous. Et parfois même, nous mettons longtemps à comprendre ce qui manque. Je peux continuer à travailler, à répondre, à organiser mes journées, à accomplir tout ce qu'il faut accomplir. Rien ne s'écroule. Tout semble tenir debout. Pourtant, quelque chose cesse lentement de respirer. Une présence se retire sans bruit. Le monde devient plus étroit. Les couleurs parlent moins. Les formes cessent de m'appeler. Je regarde encore. Je ne rencontre plus tout à fait ce que je regarde. Une main très vieille effleure ma joue. Le geste est si léger qu'il semble déjà appartenir au souvenir. Je lève les yeux. Louise Bourgeois est devant moi. Elle ne me donne aucun conseil. Elle ne cherche pas à me convaincre. Son regard se pose sur le carnet, puis revient à moi. Elle sourit. Les journées seront toujours pleines, rien d'autre. Le silence achève la phrase. Je comprends alors qu'il existe des gestes qui entretiennent la vie, et d'autres qui lui permettent de rester vivante. J'ouvre le carnet, le papier ne me demande aucune explication. Il ignore les jours perdus, il accueille seulement celui qui commence. La première ligne apparaît, elle hésite, à peine. Puis elle avance, je la regarde naître. Une ligne ne sait pas mentir. Elle ne possède aucun langage pour dissimuler. Elle révèle immédiatement l'élan, la peur, le doute, la précipitation, la confiance. Elle montre ce que les mots peuvent encore protéger. Le papier reçoit tout, sans juger, sans corriger, sans attendre autre chose que la vérité d'un geste. Je crois souvent que je dessine pour faire apparaître les formes. En réalité, je dessine pour retrouver une manière d'être au monde. Chaque ligne me rend un peu plus présente. Chaque couleur rétablit une conversation que le bruit des journées avait interrompue. Le dessin ne m'éloigne pas du réel. Il retire simplement ce qui le recouvrait. Alors seulement les choses recommencent à parler. Une seconde ligne rejoint la première, puis une troisième. Le temps ralentit, le souffle retrouve son rythme. Je ne cherche plus à réussir un dessin. Je cherche à rejoindre l'endroit depuis lequel il devient possible. Le carnet demeure ouvert. Le crayon repose dans ma main. Dehors, les urgences poursuivent leur travail. Elles le poursuivront demain. Ici, une nécessité à retrouver sa place. Et je comprends que la fidélité n'est peut-être rien d'autre que cela. Revenir, encore et encore, vers ce qui ne nous appelle jamais, mais qui nous attend depuis toujours. On ne déménage pas de soi-même. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Francisco de Goya. Nous pouvons changer de maison, de ville, de métier ou de paysage. Il existe pourtant une demeure que nous emportons partout, nous-mêmes. Lorsque cette présence devient difficile à habiter, le dessin n'offre pas une évasion. Il transforme peu à peu notre manière d'habiter cette maison intérieure. J'aimerais parfois partir sans m'emporter avec moi-même. Non pour disparaître, non pour devenir quelqu'un d'autre,
Simplement éprouver quelques heures ce que l'on ressent lorsque l'on ne porte plus sa propre présence. Nous pouvons quitter une maison, changer de ville, prendre un train, traverser un pays, recommencer ailleurs. Mais il existe une demeure qui voyage toujours avec nous, nous-mêmes. C'est la seule maison dont nous ne pouvons jamais franchir le seuil en la laissant derrière nous. Certains jours, les fenêtres sont ouvertes, l'air circule, le monde entre doucement. D'autres jours, les murs semblent se rapprocher. Chaque bruit continue de résonner. Chaque regard demeure. Chaque émotion cherche un endroit où rester. Alors naît un désir étrange. Non pas fuir la vie, seulement se quitter un instant. Mais on ne déménage pas de soi-même. J'ouvre un carnet, une feuille blanche, une première ligne, puis une seconde. Le dessin déplace les murs invisibles. Il ouvre une fenêtre là où je croyais le mur définitif. Il fait entrer de l'air dans une pièce qui en manquait. Je demeure la même, le monde demeure le même. Pourtant, quelque chose respire autrement. Depuis, je ne cherche plus à partir. Je cherche à rendre habitable l'endroit d'où je regarde le monde. Peut-être est-ce cela dessiné. Ouvrir dans la seule maison que nous ne quitterons jamais une fenêtre que nous n'avions encore jamais remarquée. Il y a ceux qui nous mettent au monde. Toute œuvre naît deux fois, une première dans la solitude, une seconde dans un regard. Un véritable professeur de dessin ne transmet pas seulement une technique, il apprend à regarder. Et il arrive que cette attention donne naissance dans un même mouvement à une œuvre et à celui qui la crée. Il y a ceux qui nous mettent au monde et puis il y a ceux qui nous regardent. On dit qu'un professeur de dessin enseigne une technique. Je crois qu'il apprend à regarder. Regarder demande du temps. Le temps de suspendre son jugement. Le temps de laisser apparaître ce qui est déjà là. Aucun trait n'est insignifiant. Aucune recherche n'est dérisoire. Toute création mérite d'être rencontrée avant d'être évaluée. Lorsque l'art n'est la langue de personne autour de soi, cette attention devient un premier langage. Avant les mots, il y a ce regard. Un regard qui ne demande pas d'être autre. Un regard qui reconnaît. J'ai oublié les conseils. Je n'ai pas oublié ce regard. Il prenait son temps. Et il ne cherchait pas ce que le dessin aurait dû être. Il rencontrait ce qu'il était. C'est peut-être cela un maître. Quelqu'un qui regarde assez longtemps pour laisser apparaître ce qui est déjà là. Un professeur de dessin apprend moins à dessiner qu'à regarder. Il apprend qu'aucune présence ne se révèle à celui qui va trop vite. Que toute œuvre demande du temps, comme une rencontre. Depuis, je dessine, j'écris et j'enseigne avec le même désir. Offrir cette attention reçue un jour. Certains regards évaluent, d'autres corrigent. Les plus rares prennent le temps. Et parfois, cela suffit pour qu'une vie commence. Devenir le paysage. Le monde n'attend pas d'être regardé. Il attend de trouver un lieu où continuer son œuvre. Je ne sors pas sous l'orage pour contempler la nature. J'y vais pour travailler avec elle. Je ne dessine pas ce que je vois. Je dessine ce que le monde exige de moi lorsqu'il me traverse. Les jours d'orage, je sors. Je veux me prendre cette vérité naturelle en pleine face. Je veux que le ciel me gifle le visage, qu'il me jette des seaux d'eau glacée, qu'il ralentisse ma course, qu'il m'oblige à respirer autrement. Je veux ressentir ma peur. Je refuse les paysages qui ne me changent pas. Les oiseaux disparaissent avant l'orage. Ils ne discutent pas avec le vent. Ils savent. La nature ne négocie jamais avec le réel. Elle y consent tout entière. J'entre dans cette tempête comme on entre dans un atelier. Je ne viens rien prendre, je viens travailler. Je veux créer avec la nature. Je ne lui demande pas des images, je lui demande une transformation. Je ne dessinerai ni ce ciel, ni cette pluie, ni ces arbres.
Je dessinerai ce qu'ils auront déplacé en moi. Le monde ne me sert pas de modèle, il me sert d'épreuve. Chaque ligne naît d'une résistance. Chaque couleur garde la mémoire d'une rencontre. Chaque dessin porte une métamorphose invisible. J'ai décidé de surfer sur la vague de ce drame extérieur plutôt que de plonger dans mon drame intérieur. Depuis, je ne regarde plus les paysages, je les laisse travailler. Je croyais que je dessinais le monde me dessinait déjà. Alors le papier ne devient plus une surface, il devient l'endroit où cette rencontre laisse enfin une trace. Je ne dessine pas la nature, je continue son geste. L'ossature du regard. Tout ce qui dure possède une architecture invisible. Je cherche l'ossature des images comme je cherche l'ossature de ma vie. Le dessin m'a appris qu'il faut enlever avant d'ajuster, construire avant d'embellir. La discipline n'est pas une limite, elle est la forme que prend la fidélité. Je me sens comme une lacette de l'art. Chaque jour, j'opère une discipline intérieure. Je balaie le superflu, je cherche le cœur. Je cherche ce qui tient. Le reste peut disparaître. Je refuse la facilité, même lorsqu'elle me tend les bras. Je dessine comme je m'entraîne. Je répète, j'efface, je recommence. Je suis une militaire, l'adjudant-chef de moi-même. Je ne mène aucune guerre contre les autres. Toute mon énergie est tournée vers une seule conquête, la justesse. Je retire une ligne, puis une autre, jusqu'à ce que le dessin ne puisse plus mentir. Je cherche l'ossature, celle d'une image, celle d'une pensée, celle d'une existence. Je ne crois pas au talent, je crois à la fidélité. Le talent peut éblouir, la fidélité construit. On croit que la liberté consiste à n'obéir à rien. Je fais l'expérience inverse. Le prix de ma liberté est mon exigence. Je n'enseigne pas à dessiner. Je transmets une manière d'habiter le regard. J'aimerais que ceux qui repartent de mes ateliers n'emportent pas mes réponses. J'aimerais qu'ils repartent avec des exigences qui deviendront les leurs. Je suis mi-femme, mi-animal. L'instinct me met en mouvement. La discipline lui donne une direction. Sans l'un, je me dessèche, sans l'autre, je me disperse. Le dessin m'a appris qu'une œuvre ne tient jamais par ce qu'elle montre. Elle tient par ce qui la soutient. Une vie aussi. Je ne cherche pas une existence facile. Je cherche une existence qui tienne debout. Voilà l'ossature du regard. Mon arme sensuelle. Certaines respirations ne passent pas par les poumons, elles passent par les mains. Le vacarme du monde finit parfois par saturer les sens. Alors le dessin prend le relais. Les couleurs ne ferment pas les yeux sur le réel. Elles révèlent une respiration plus ancienne que les mots, une manière d'être au monde qui attend simplement d'être reconnue. Le monde est beaucoup trop violent, beaucoup trop bruyant. Il est mal rangé, sale, gris métallique. Les sirènes lacèrent l'air, les conversations débordent. Les corps courent, les visages portent l'angoisse. Tout entre, plus rien ne circule. J'étouffe, je suffoque. Alors j'ouvre mon carnet, je prends mes couleurs, mon arme sensuelle. À peine le premier feutre touche-t-il le papier que le monde perd un peu de son poids. Non parce qu'il disparaît, parce qu'il recommence à respirer autrement en moi. Une présence s'assoit près de moi. Je n'ai pas besoin de lever les yeux. Je reconnais Gustav Klimt. Il regarde ma boîte de feutre. Son doigt s'arrête sur le doré. Je lui tends le feutre, comme si je l'attendais depuis toujours. Il sourit. Puis, il dit simplement « La couleur n'est jamais innocente ». Je souris à mon tour. Je n'ai rien à répondre. Nous savons tous les deux qu'une couleur ne remplit jamais une forme. Elle déplace déjà le regard. Elle change la densité du silence. Elle ouvre une respiration. Le reste appartient aux mains. Le monde continue pourtant.
les ambulances, les moteurs, les alarmes, les urgences. Rien n'a changé dehors. Quelque chose s'est simplement remis à circuler dedans. Je comprends alors que je ne dessine pas pour m'évader. Je dessine parce qu'une part de moi respire ainsi depuis toujours. Les couleurs ne m'offrent pas un autre monde. Elles révèlent celui que je portais déjà. Quand je relève la tête, Gustav Klimt n'est plus là. Le feutre doré repose dans ma boîte. Je ferme doucement mon carnet et je comprends que le dessin n'a jamais été un refuge. Il est un souffle, le plus ancien de tous, celui que les mots ont mis toute une vie à rejoindre. Le corps recommençait. Le corps c'est avant nous. Je vais à la salle comme je vais à mon carnet. Non pour fabriquer une image de moi-même, mais pour apprendre. Le mouvement répété n'appauvrit pas le geste, il éduque l'attention. À force de revenir, le corps révèle peu à peu ce qu'il savait déjà. Le métal précède la salle, son odeur, son poids, les souffles, les battements de cœur. Tout ici possède une densité. Je prends une barre, je soulève, je repose, je recommence. Toujours le même geste. Pourtant, rien n'est identique. Je pense à un chemin, je l'emprunte depuis des années. Pourtant, le paysage n'est jamais le même. Ce n'est pas le chemin qui change, c'est celle qui le parcourt. J'entre en relation avec mon corps comme j'entre en relation avec une feuille blanche. Jour après jour, sans tricher. Je ne lui impose rien. Je l'écoute. Je cherche son équilibre, son rythme, ses résistances, ses possibilités. Le mouvement revient, mais mon attention, elle, ne revient jamais au même endroit. Chaque répétition m'apprend quelque chose. Une respiration, un appui, une hanche qui s'aligne, un souffle qui s'allonge, une main qui cesse de forcer, une amplitude qui apparaît. Au fond de la salle, une machine se met soudain à vibrer. Elle grince, accélère, semble vouloir s'échapper d'elle-même. Je pense à Jean Tinguely. Il avait compris que certaines machines révèlent l'emballement du monde. Je souris. Puis je reprends ma barre. Je cherche autre chose. Une justesse. Chaque répétition rend perceptible ce qui, la veille encore, m'échappait. Le corps m'enseigne ce que le dessin m'apprend depuis toujours. L'attention ne naît pas de l'exception. Elle naît du retour. Je ne viens pas ici pour devenir plus forte. Je viens apprendre à habiter mon corps. Toujours le même geste, jamais le même corps. Toujours le même chemin, jamais le même paysage. L'exil intérieur. Il existe des exils où rien ne change autour de nous. C'est le lieu intérieur depuis lequel nous recevions le monde qui disparaît. Nous pensons souvent que l'exil commence lorsqu'une terre est quittée. Mais il existe un exil plus silencieux, où rien ne change autour de nous et pourtant le monde cesse de nous être proche. Ce texte explore cette expérience intérieure et montre comment l'attention peut rouvrir le chemin d'une appartenance retrouvée. On parle souvent de l'exil comme d'une terre que l'on quitte. Il existe un autre exil. La maison est la même, les arbres sont les mêmes, rien n'a changé. Et pourtant, nous ne savons plus d'où nous vivons. Ce n'est pas le monde qui disparaît, c'est le lieu intérieur depuis lequel nous le recevions. Alors les jours continuent. Le matin ouvre les volets. La pluie revient. Les oiseaux traversent le ciel. Tout demeure, sauf la proximité. Le monde est là. Nous ne savons plus comment le rejoindre. Alors j'ai marché, longtemps. Je ne cherchais pas une route, je cherchais le lieu
depuis lequel le monde pouvait de nouveau être rencontré. Puis, un matin, une odeur, à peine, la chaleur d'une tasse entre les mains, l'air après la pluie, le parfum d'un fruit. Rien n'avait changé, mais quelque chose s'ouvrait. Le monde n'était jamais parti, c'est notre relation à lui qui s'était éloignée. Le corps ne garde pas seulement la mémoire, il continue silencieusement à tendre une main vers le vivant. C'est pourquoi une odeur, une matière, une chaleur, une présence peuvent parfois nous rendre à nous-mêmes. L'attention n'est peut-être rien d'autre que cela. Redevenir assez disponible pour que le monde retrouve son chemin jusqu'à nous. L'exil n'est pas la perte d'une terre, il est la perte d'une relation, et le retour n'est pas un voyage. C'est l'instant où le monde cesse d'être devant nous pour recommencer à vivre en nous. Alors une patrie n'est plus seulement un pays, c'est un lieu invisible, une manière de laisser le vivant nous traverser. Et tant qu'il restera en nous la possibilité d'être touché, aucun exil ne sera tout à fait définitif. L'exactitude du merveilleux. Le dessin commence par le corps. Je n'ai pas rencontré la liberté dans une idée, mais dans une présence. Mary Poppins fut cette première rencontre. Je ne regardais pas sa magie, je regardais sa manière d'habiter le monde. C'est peut-être là que le dessin a commencé. Je n'ai jamais voulu être une princesse. Je voulais être Mary Poppins. Je savais peu de choses d'elle. Je ne savais pas si elle était mariée, si elle avait des enfants. Elle n'appartenait à personne. C'était cela qui me fascinait. Elle parlait peu, elle chantait, elle dansait, elle marchait. Elle ouvrait les fenêtres, elle refermait les tiroirs, elle tendait la main. Je ne regardais pas la magie, je regardais son corps, sa manière d'entrer dans une pièce, de s'arrêter, de sourire, de repartir. Chaque geste semblait juste. Rien n'était spectaculaire, tout devenait évident. Ce qui m'émerveillait n'était pas ce qu'elle faisait apparaître, c'était ce qu'elle faisait disparaître. Le bruit, le désordre, l'agitation. Elle tranchait. Alors l'espace respirait. Les objets retrouvaient leur place, les enfants aussi. Les femmes qui nous construisent parlent rarement de la liberté. Elles la rendent visible, dans une manière de marcher, de regarder, de toucher les choses, de quitter un lieu. Lorsque je dessine, je ferme un tiroir, je déplace une chaise, j'aligne quelques crayons, je respire, puis j'attends. Le trait vient. Le merveilleux est peut-être cela. Refermer un tiroir, ouvrir une fenêtre, tendre la main et rendre au monde son évidence. Le pas suspendu. Avant d'écrire, nous dessinons. Je marche dans Paris sans destination. Une petite pancarte orange suspend mon pas. Quelques lettres suffisent à interrompre le mouvement de la ville. Au milieu du vacarme, un prénom devient une présence. Je marche dans Paris. Je n'ai rendez-vous avec personne. Je marche pour marcher. Les feux changent de couleur. Les portes du métro s'ouvrent et se referment. Les terrasses débordent. Les conversations passent. La ville avance. Moi, je regarde. Rue Saint-Martin. Une petite pancarte orange. Je m'arrête. Quelques lignes. Un prénom. Sabrina. 54 ans. Sans domicile fixe. Décédée ici le 29 décembre 2025. À côté, une seconde pancarte annonce la date de son inhumation. Le collectif Les Morts de la rue. Autour de moi, les passants poursuivent leur chemin. Je ne connais rien de Sabrina.
ni son visage, ni sa voix, ni son histoire. Nous avons presque le même âge. Je reste devant son prénom, quelques lettres, rien de plus. Et pourtant, je n'arrive pas à repartir. Je pense aux enfants qui apprennent à écrire leur prénom. Ils ne savent pas encore écrire, ils dessinent. Chaque lettre est un geste. Chaque geste demande une attention entière. Avant les phrases, avant les récits, il y a ce premier tracé. Un prénom est la première forme dans laquelle nous nous reconnaissons. Je regarde encore celui de Sabrina. Je ne connais pas son visage, mais son prénom suffit. Je repars. Paris reprend son mouvement. Les vitrines, les cafés, le bruit, les pas. Tout est resté à sa place. Moi, je marche avec un prénom. Sabrina. Les lignes perdues. Nous avançons dans les lieux avant de les comprendre. Je me rends à un premier rendez-vous chez un psychiatre. Le bâtiment résiste à mon regard. Je cherche instinctivement des lignes, des repères, une ouverture. Lorsque le monde ne peut plus être dessiné intérieurement, il devient inhabitable. Une œuvre de César ouvre alors un passage. Le bâtiment est déjà fermé avant que j'y entre. Son nom se perd parmi d'autres. Du béton, des vitres, des portes, encore des portes. Je marche. Le vent me fouette le visage. Le ciel est bas. Je regarde. Je cherche. Je mémorise. Je n'ai jamais su lire une carte. Je retrouve mon chemin autrement. Une ligne de toit, une ombre, une fenêtre, une percée de lumière. Le monde se laisse d'habitude dessiner. Ici, il refuse. Les murs interrompent le regard, les couloirs se ressemblent, les vitres arrêtent la lumière, l'espace ne s'ouvre jamais. L'ascenseur se referme, le métal grince, les parois se rapprochent, je manque d'air. Je n'avais plus rien à dessiner. Une image apparaît, les compressions de César. Le métal n'a pas disparu, il a perdu l'espace qu'il contenait. Une phrase me revient. Mes compressions parlent de destruction, mais aussi de renaissance. Je reste immobile, je respire. Peut-être suffit-il de retrouver une ligne, une seule, assez simple pour que le regard recommence à dessiner le monde. Je pousse la dernière porte. Le danseur. La grâce précède parfois la confiance. J'entre dans un bâtiment qui me désoriente. Tout y paraît fermé, sans dessin possible. Puis, une porte s'ouvre. Avant les mots, une présence transforme l'espace. Les gestes réveillent la mémoire de la danse. Le monde redevient habitable. Pas de mots, pas de messages, pas de dessin, pas de bruit. Le bâtiment ne m'attend pas. Je passe d'une porte à une autre, d'un couloir à une salle d'attente. Tout semble avoir commencé sans moi. Je voudrais repartir. Puis, une porte s'ouvre. Quelqu'un m'attend. Il avance. J'ai l'impression qu'il danse. Je le suis. Le cabinet est clair. La lumière trouve les murs. Les objets semblent avoir toujours été à leur place. Je n'ai plus besoin de chercher où regarder. Je respire. Le lieu me fait penser à un studio de danse. J'ai toujours dansé. Mon corps s'en souvient avant ma mémoire. Les gestes qui m'accueillent ont la précision d'une chorégraphie. Ils n'expliquent rien. Ils ouvrent un passage.
Sa voix arrive ensuite, grave, paisible. Je m'assois. Pour la première fois depuis mon arrivée, je n'ai plus envie de fuir. Rose pâle. Les premières mémoires ne sont pas faites d'histoire, elles sont faites de couleurs. Avant les mots, il y a eu les couleurs, les odeurs et la lumière. Ce texte raconte une enfance où le monde était d'abord une expérience sensorielle. Le dessin n'y apparaît pas comme un apprentissage, mais comme la fidélité à une manière d'habiter le réel. Je me souviens d'images très précises qui se transformaient en peinture dans mon cerveau. Mes souvenirs remontent avant mes 3 ans. Ils ne racontent pas une histoire, ils dessinent un paysage. Du bleu, de l'orange, un voile blanc traversé de jaune, des abeilles, une terrasse, le vent dans les feuilles. Je ne sais pas si j'étais une enfant solitaire. Je sais seulement que j'étais silencieuse. Jusqu'à l'âge de 3 ans, je parlais très peu. Je souriais. Sourire était l'unique façon de m'exprimer. On n'embête pas un enfant qui sourit. On pense que tout va bien, alors on le laisse tranquille. C'est rose pâle mon enfance. J'y ai emmagasiné des tonnes d'odeurs, des couleurs, des lumières. Très tôt, j'ai eu le sentiment étrange de n'être attiré que par la poésie du monde. Je ne comprenais pas pourquoi les autres ne voyaient pas ce que je voyais. Ils jouaient, j'observais. Ils parlaient, j'écoutais la lumière. Ils couraient, je suivais le déplacement d'une ombre. Je ne m'ennuyais jamais. Vivre était une expérience étrange. J'étais là, sans mode d'emploi, sans explication. Et pourtant, chacun semblait savoir comment habiter le monde. À l'école maternelle, je garde peu de souvenirs des enfants. Je me souviens du jaune, de l'orange, des cubes colorés, des graphismes, des odeurs, de la lumière de la cour. Le dessin est arrivé avant les mots, avant les réponses, peut-être même avant les questions. Je n'ai jamais dessiné pour représenter le monde. Je dessine pour rester fidèle à cette manière de le recevoir. Le vertige d'exister. Le mystère n'est pas que le monde existe. Le mystère est que nous finissions par le trouver ordinaire. Ce texte interroge l'étrangeté d'être vivant. Il ne cherche pas à résoudre cette énigme, mais à demeurer auprès d'elle. Le dessin y apparaît comme une manière d'habiter le monde sans cesser de s'en étonner. Vivre est étrange. Nous oublions cette étrangeté. Chaque matin, nous ouvrons les yeux dans un corps que nous n'avions pas choisi, dans une époque qui nous précédait, au milieu de règles écrites par d'autres. Et pourtant, nous avançons, comme si tout allait de soi. Cette évidence m'a toujours étonnée. Je regardais le monde, je regardais les autres, je regardais la vie. Et une même question revenait. Comment peut-on trouver tout cela si naturel ? Naître, grandir, aimer, perdre, vieillir, puis disparaître. Tout est vertigineux. Et pourtant, nous appelons cela la vie. Je n'ai jamais voulu faire taire cette sensation. Elle est devenue une manière d'habiter le monde. Le dessin ne répond pas à cette énigme. Il lui fait une place. Il me permet d'y demeurer, de regarder plus longtemps, de ne pas refermer trop vite ce qui demeure mystérieux. Peut-être est-ce cela dessiner, rester fidèle au vertige d'exister. Gris-marron. Les lieux ne disparaissent pas, ils continuent de résonner en nous. La mémoire ne conserve pas toujours les événements. Elle retient parfois les sons, les couleurs, les odeurs et les matières. Ce texte explore la manière dont certains lieux demeurent vivants, longtemps après avoir disparu. De l'école primaire, il me reste une couleur, gris,
marron. Je ne me souviens presque pas des leçons, ni des cahiers, ni des visages. Je me souviens des sons, des odeurs, des couleurs. Je ne retiens pas les histoires, je retiens les atmosphères. Les jours de pluie, nous étions tous sous le préau. Je ne retiens que le caisson de résonance que cela provoquait. Les cris frappaient le béton. Ils revenaient. Encore. Encore. Le bruit devenait l'espace. Je restais immobile, au milieu des autres. C'était froid, métallique, assourdissant, gris-marron. Les années ont emporté presque tous les souvenirs. Celui-là ne m'a jamais quitté. Ma mémoire garde les résonances, les températures, les couleurs, les odeurs.